Oui, alors, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, le MOOC, c'est un dispositif qui, moi, lorsque je l'ai abordé, était tout à fait nouveau, puisque le premier MOOC que j'ai fait est en fait le troisième MOOC francophone. Derrière le MOOC de Rémi Bachelet et derrière, qui était gestion de projet, et le premier MOOC qui était le MOOC ITIPA. Et donc le troisième MOOC francophone, c'était le MOOC Inhumain. Et donc, c'était une commande de la DIRTIS, une commande donc qui était au niveau du ministère, donc national, où on voulait scénariser, mettre en place un MOOC expérimental avant, avant de se lancer dans la production de MOOC. À l'issue de ce premier MOOC, eh bien, au niveau national, on a décidé de créer une grande plateforme qui est la plateforme Fun, d'hébergement des MOOC. Et c'est l'expérience acquise dans ce premier MOOC qui a permis après d'aller vers la scénarisation des 4 autres MOOC du C2I. Alors donc comprendre qu'on est face à un dispositif qui est nouveau. Moi j'ai jamais travaillé dans un endroit où il y avait une taylorisation du travail. J'ai toujours travaillé dans un endroit où en fait j'avais un rôle d'artisan. C'est-à-dire que j'ai toujours abordé toutes les facettes d'un même problème, euh, comme un artisan. Donc, par exemple, dans le MOOC, je l'ai abordé au niveau macro, au niveau méso et jusqu'au niveau micro. Donc, dans le cadre du MOOC, bah, les premières réunions, c'était pourquoi on fait le MOOC, quelles seront, alors, à la fois des questions très générales, très philosophiques, et puis des questions très pratiques, c'est-à-dire quelle plateforme va être utilisée, qui va être chargé de recevoir l'enveloppe budgétaire et va payer l'ensemble de tous les experts, etc. Il y a eu, quand on a, donc très vite, bon, d'abord on s'est tous inscrits dans des MOOC américains pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. On a vu très vite qu'il y avait en gros des vidéos, il y avait des cours et il y avait des QCM. Voilà, en gros, un MOOC c'était autour de ces choses-là. Après, de façon assez philosophique, on a essayé de poser les bases de ce que serait, ce sur quoi reposerait un dispositif de type MOOC. Un dispositif de type MOOC, c'est fait pour des milliers de gens. Et donc, il fallait qu'on ait, j'essaie de une boucle évolutionnelle, c'est-à-dire en fait que les gens, lorsqu'ils entrent dans le MOOC, eh bien, automatiquement, ils se sentent, sans qu'ils aient besoin de tuteurs, ils aient envie de continuer d'aller dans le MOOC. Donc l'idée, c'est d'aller travailler des ressorts d'autotélisme, c'est-à-dire le fait de trouver son propre plaisir à l'activité que l'on mène. J'entrais dans le MOOC et c'est cette activité dans le MOOC qui me pousse à continuer. Des exemples, on les a pris plutôt dans le domaine du serious game, ou par exemple, ou dans le domaine du jeu, ou quand on est dans un jeu, on passe à un premier niveau, et puis quand on réussit le premier niveau, on passe au stage 2, et puis ainsi de suite. Donc l'idée, c'était que le MOOC soit un peu conçu comme un truc à plusieurs niveaux. Qu'on puisse entrer dans un niveau qui est assez simple, où on ne fait pas grand-chose, et puis à un certain niveau, on a la récompense de passer au deuxième niveau, où on a éventuellement d'autres responsabilités. Et puis, il y avait aussi une autre idée qui était derrière tout ça, qui était l'idée que le MOOC devait fonctionner par lui-même. C'était un moteur qui devait se mettre en route, et après devait tourner tout seul. C'est-à-dire qu'il fallait que les étudiants qui entrent dans le MOOC soient capables en même temps de tutorer les autres. Et que ça pouvait être représenté comme une récompense. C'est-à-dire au moment où j'ai le droit de commencer à tutorer les autres, eh bien c'est considéré comme un niveau supplémentaire. Alors à la fois c'est une récompense, donc les gens aspirent à l'être, et en même temps c'est ce qui fait marcher le moteur, puisque c'est ce qui permet de tutorer les autres étudiants. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on place au début, avant même de savoir le contenu, avant même de regarder. Hein. On regarde simplement le mécanisme, quel mécanisme on va avoir au niveau de l'ingénierie, donc au niveau très macro, voir ce qui va faire tourner, ce qui va faire marcher le MOOC.
c'est ça sur quoi je veux insister, c'est-à-dire au début, il y a vraiment une première considération qui est en dehors de tout, c'est-à-dire en dehors du contenu, en dehors de la forme, en dehors de la plateforme. On se pose la question de ce que c'est que le dispositif et le ressort du dispositif. Et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, eh bien, il y a eu plusieurs choses qui ont été évoquées. Cette idée d'autotélisme, où le MOOC s'auto-entretient lui-même. Une autre idée qui était une idée d'autopoïèse, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, on allait en même temps, on imaginait le dispositif tel qu'il serait repris après par les universités. Et il fallait faire en sorte que le dispositif puisse aussi générer sa propre gouvernance et donc puisse survivre à plusieurs années. Bon. D'accord, donc en fait il y avait la préoccupation des usagers immédiats, oui. Mais aussi la préoccupation du transfert. Oui. Et de la généralisation. Qu'on a eu dès le départ, avant même de choisir la plateforme, ni même de savoir ce qu'on allait y mettre. Puis après, la deuxième chose que l'on a imaginé, c'était les ressorts de la motivation. C'est-à-dire quels étaient les ressorts qu'on allait mettre en œuvre dans le cadre du MOOC pour qu'on aille au bout et qu'on perde. On savait déjà, puisqu'on avait déjà les résultats des autres MOOC américains, on savait déjà qu'il y avait énormément de pertes d'étudiants. De l'ordre de, on divise par 2 toutes les semaines. Et donc, une de nos... on a essayé de se concentrer sur cette question-là et se dire, dans notre scénarisation, il va falloir déjà imaginer une série de stades, de statuts différents qui vont éventuellement les motiver à aller vers l'avant. Et puis, on a essayé en même temps d'imaginer l'après-MOOC, c'est-à-dire ce MOOC s'inscrit dans un paysage français de certification du C2I. Comment le MOOC va s'inscrire dans la certification C2I. Et donc, au début, la plateforme qu'on a obtenue, on a travaillé sur la plateforme Sakai, qu'on découvrait, puisque moi, j'avais absolument quasiment jamais travaillé sur cette plateforme-là, qui est une plateforme assez complexe, plutôt réservée au e-learning classique. Or, dans le e-learning classique, les étudiants deviennent plus ou moins, au bout d'un moment, professionnels de leur formation. Le e-learning classique, on est sur une plateforme pendant 18 mois. On n'est pas du tout comme dans un MOOC, ou dans un MOOC, on va aller passer 2 heures par semaine pendant 4 ou 5 semaines. C'est-à-dire, en gros, on va passer 10 heures sur la plateforme. On ne devient pas professionnel de la plateforme. Et donc, la plateforme Sakai était quand même une plateforme un peu compliquée. Alors, on a bien sûr les fonctionnalités de la plateforme ne sont pas forcément déterminantes. Ce qui est déterminant, c'est comment on va l'instrumenter, la plateforme. Donc, on a essayé de l'instrumenter de façon simpliste. On a essayé vraiment de simplifier. Lors de la première, donc j'emploie des mots peut-être un peu compliqués, lors de la première genèse instrumentale que nous, en tant que concepteurs des cours, avons réalisé, on a essayé de simplifier l'instrument qui serait proposé aux étudiants. Et après, lors de la deuxième genèse instrumentale, lorsque l'instrument est entré en usage avec les étudiants, encore une fois, on a essayé de resimplifier. Et donc, on a vraiment des moments où les scénarios ont évolué parce que finalement, on s'est rendu compte que les étudiants ne comprenaient rien du tout. Et il fallait quasiment qu'il y ait 3-4 messages sur la page d'accueil quand ils arrivent, leur disant « Bonjour, on est telle date, voilà ce que vous devez faire ». On ne devait pas leur laisser le choix d'aller dans les menus, chercher la séquence 1 ou je ne sais quoi. Il fallait vraiment quelque chose, et ça c'est quelque chose que le premier MOOC nous a permis de comprendre, de simplifier au maximum. Donc simplifier au maximum et en même temps une très grande guidance. Et une très très grande guidance. C'est-à-dire vraiment un environnement coercitif au possible. C'est-à-dire vraiment quelque chose où ils arrivent, on n'est pas du... Et ça, c'est aussi des résultats qu'on a eus lors de la première expérimentation, où on s'est rendu compte que la demande des étudiants, c'était ça. C'est-à-dire, ils désiraient à la fois un espace de liberté qui était le MOOC, mais ils assimilaient le MOOC, le dispositif qu'on leur donnait, ils l'assimilaient au contenu même de la formation.
évidemment, puisqu'ils venaient pour travailler sur l'identité numérique. Et donc, pour eux, faire un MOOC, c'était déjà apprendre. C'est-à-dire, le dispositif était une des parties de ce qu'ils apprenaient. Donc, voilà une première préoccupation. Après, une fois qu'on a eu cette première préoccupation, on s'est dit, bon, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une séquence? Une séquence, on a vu des vidéos, des QCM, du cours. Et puis, dans le premier MOOC, on a dit, les étudiants rendront des devoirs. Ces devoirs seront corrigés éventuellement par des pairs accrédités. Donc, les pairs accrédités, ce sont les étudiants qui sont passés au stade 2. Bon. Ça a fonctionné, pas trop mal. Et puis après, quand on est passé aux 4 autres MOOC suivants, on a changé de plateforme, on est arrivé sur la plateforme EDX. Et dans la plateforme EDX, les étudiants ne peuvent pas rendre de devoirs. Donc c'est une formation où on ne rend pas de devoirs. Bon. Alors déjà, quand vous êtes pédagogue, on vous explique que les étudiants ne vont pas rendre de devoirs. Voilà, ils ne vont pas rendre de devoirs, c'est comme ça. Dans un serious game, ils ne rendent pas de devoirs non plus. Hein. Mais bon, donc on est face à un dispositif qui s'adresse au plus grand nombre, qui à la fois est frustrant puisque la communication entre l'enseignant et l'étudiant n'existe pas du tout, même en tutorat. L'étudiant ne rend pas le produit de ses productions, et les productions ne sont pas corrigées. Les MOOC suivants, on les a tournés à 15 000 étudiants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif qui soit gratuit, on ne peut pas tutorer 15 000 étudiants. L'utilisation des forums ont montré complètement leurs limites. C'est-à-dire les forums dans EDX pour 15 000 étudiants, c'est une suite de 15 000 monologues. Les gens ne se parlent pas, ne peuvent pas se parler. Il y a des travaux assez connus sur la paresse sociale qui dit que lorsque dans un groupe, tu augmentes le nombre de personnes du groupe, eh bien les gens parlent de moins en moins, en fait. Et donc, si tu mets 15 000 personnes dans le même groupe, mais ils ne parlent pas. Oui, ils font un message pour se présenter, puis c'est fini. Alors, on s'est posé, on a été confronté à toutes ces choses-là qu'on découvrait, en fait. Et puis, il y avait l'idée aussi qu'on voulait faire des travaux de groupe avec les étudiants. Or, faire un travail de groupe, ça suppose que j'ai conscience de l'image que je renvoie à l'autre et que j'ai conscience de l'image de l'autre. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un si je ne sais pas ce qu'il est et si je n'ai pas une idée de l'image que je lui renvoie. Or, sur les plateformes, autant sur la plateforme Sakai, il y avait la possibilité pour un étudiant de remplir, de mettre sa photo, d'expliquer ce qu'il était, autant sur la plateforme EDX, c'est pas possible. Une personne peut même pas mettre son avatar. Et donc, on a été confronté à ce problème-là. Et donc, on a abandonné petit à petit aussi des travaux de groupe. Donc, on est arrivé sur finalement des interactions assez faibles qui sont une introduction, un cours qui a été détaillé en plusieurs chapitres, des exercices pour ce cours, et puis c'est fini. On passe au cours suivant. C'est le cours détaillé en plusieurs chapitres, c'est un chapitre vidéo. Hein? Quels sont les différents métiers qui sont impliqués dans la scénarisation d'un MOOC? Alors, donc il y a un premier métier qui est chef de projet, qui est celui qui va imaginer comment va fonctionner les différents groupes, etc. Après, tu as les concepteurs. Les concepteurs et les experts sont les personnes qui vont chercher, qui vont regarder, aller se poser la question de qu'est-ce qu'on va raconter dans ces séquences-là. Et donc les experts et les concepteurs vont aller à un moment donné, ils vont produire un document qui est le plus final possible. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la place de concepteur à certains moments. En fait, on va jusqu'au texte de la vidéo. Intégral, le texte intégral. Bonjour, je m'appelle et dans cette vidéo, nous allons voir que. Et on écrit tout intégralement. Puis après, j'avais la chance d'avoir été du côté de la production et de l'implantation. Donc je savais exactement la forme de ce qui pourrait être produit derrière.
Et donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de concevoir des questionnaires, des QCM, quand je sais comment ça va être réalisé. Donc le concepteur, il allait jusqu'à faire des copies d'écran, des choses comme ça, sachant que tout ça est retravaillé derrière. L'équipe de production reprend les copies d'écran, essaye de comprendre ce que le concepteur veut montrer, et puis refait proprement le travail. L'expert contenu, il est éventuellement sollicité par le concepteur. Il peut être lui-même expert, le concepteur. Le concepteur, c'est celui qui va réaliser, je te dis, c'est ce jusqu'où on a été. On s'est rendu compte qu'il fallait, le concepteur devait aller le plus loin possible. Il devait aller jusqu'au texte de la vidéo. Bon. Ensuite, l'ensemble passe à l'équipe de production, donc, qui récupère donc finalement un texte, un document de type texte de 25 pages, avec des copies d'écran dessus. Donc il y a un découpage strict, il a le texte. Voilà. À partir de ce texte-là, il produit les vidéos. C'est compliqué parce que, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de vignettage, donc on ne voit pas la personne bouger. Donc ça veut dire qu'il faut faire toutes les animations. Tu as un texte, il faut inventer toutes les animations qui vont nourrir la vidéo quand même. Hein. Il y a quand même, je ne sais plus combien, sur une séquence, on est à une petite vidéo introductive de 3 minutes, et puis après, pour chaque unité, il doit y avoir une vidéo de 5 minutes, donc tu as 1h30 de vidéo, quoi, presque. Par séquence, par semaine, à produire. Donc c'est quand même un gros travail. Bon. Après, une fois qu'il y a ça, il y a le nettoyage du texte, il y a la production bien sûr des sous-titres, bon ça c'est très mécanique, il y a le choix des graphismes, donc il y a éventuellement un graphiste qui intervient, il y a la personne qui est chargée de regarder tout ce que le concepteur a fait comme capture d'écran, et donc refaire toutes les captures d'écran avec différents systèmes d'exploitation, puisqu'on voulait, nous dans notre cas, il fallait que le contenu porte sur des Android, sur des iPhones, sur des Mac, des PC, des machines sous Linux, donc il fallait toute cette diversité également. Hein. Et puis, après, il y a, j'ai oublié de parler, avec le concepteur, il y a la personne qui corrige. Donc il y a une personne qui est en dialogue constant à la fois avec le concepteur et avec le producteur. Donc il y a une sorte de triangle amoureux qui se fait entre le concepteur, le producteur et la personne qui corrige, qui est garant que la conception aborde bien tous les thèmes nécessaires, que la production n'a pas trop trahi la conception, qui éventuellement intervient au niveau du concepteur en disant, tu vois, au niveau de la production, ça c'est voilà ce qui a été proposé, finalement c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, tu as ton graphiste, tu as donc ton producteur, celui qui est chargé de produire les briques, et puis après, tu as l'implémenteur, l'implémentation. J'ai mis implémenteur, je ne sais pas bien comment ça se dit. Bon. Celui qui va implémenter l'ensemble sur la plateforme. Ça, c'est un boulot aussi. Donc là, par exemple, nous, c'était Bernard Oblet qui faisait ce travail-là. Il reprenait l'ensemble et il l'implémentait. Alors, c'est des choses... c'est aussi le dernier moment où on va corriger les fautes. Alors, il faut, si possible, que tout ait été corrigé avant. Ce qu'on a eu dans les premiers MOOC, c'est que souvent la correction, elle avait lieu sur plateforme. C'est-à-dire que, comme on n'avait pas le temps de faire les corrections avant, c'était la plateforme qui était regardée pour la correction. Et donc, il fallait retourner dans l'implémentation pour tout changer. Bon. Là, dans les suivants, c'était plus simple, ça a été mieux géré. Bon. Donc, indépendamment des séquences qui viennent d'être mises, il y a un retravail de prise de distance qui est l'organisation de l'ensemble des séquences sur la plateforme, et donc une personne qui est chargée de la plateforme, de l'ensemble du dispositif global. Bien sûr, il y a Bernard Oblet qui met par exemple la séquence numéro 3, mais il faut une personne qui a pris du recul, qui regarde l'ordonnancement de toutes les séquences, qui décide quand la séquence 5 s'ouvre, quand elle se ferme, à 10 heures tel jour, qui vérifie que toutes les métadonnées ont bien été faites, qui vérifie que la barre de news est prête pour envoyer des messages à l'ensemble des étudiants, qui vérifie que tout le monde a les droits, que les gens qui vont être chargés de l'animation ont bien les droits de l'animation, vont bien pouvoir créer des questions dans le forum, etc. Donc là, il y a un travail qui est
un autre poste. Hein. D'accord. Et puis après, une fois que tout ça est fait, c'est fini. C'est l'animation, derrière, c'est le travail de l'animation. Ça, on était dans le travail de la conception, de la production et de l'implémentation. Hein. Et donc tout ça est fait complètement séparé de l'animation qui a lieu même dans une autre université.